Donc, merci à tous et à toutes de nous retrouver ce soir. Bienvenue. Je vais commencer par un petit clin d'œil en vous montrant la dernière une de l'Express. Pour ceux qui ne peuvent pas la voir, c'est un détournement très malicieux d'une célèbre peinture du peintre américain Edward Hopper, qui originellement représente une station-service des années 30. C'est une très belle peinture d'ailleurs, mais qui, dans la couverture de l'Express, et vous le voyez probablement, on a remplacé une des pompes de station-service par une éolienne, avec le titre « L'après-pétrole a commencé ». J'ai trouvé que c'était une parfaite introduction visuelle au terme de la transition énergétique que nous allons aborder ce soir avec Philippe Soquet. Philippe a été un acteur clé de l'évolution stratégique de Total d'un pure player oil and gas vers un énergéticien qui s'est renommé il y a quelques semaines Total Energy. Et d'ailleurs, dans l'article de l'Express, il y a une interview de Patrick Pouyanné qui explique cette évolution stratégique. Philippe, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Je vais sacrifier au rituel de l'accueil et dire quelques mots sur la biographie de Philippe. Philippe est diplômé de Polytechnique, mais également de l'Université de Californie à Berkeley. Il a commencé sa carrière comme ingénieur pont et chaussée au ministère de l'Équipement, puis au ministère des Finances. Il a ensuite rejoint le groupe Orchem en 1988, où il a travaillé dans la division matériaux acryliques, et il est rentré chez Total en 1990, qu'il n'a pas quitté depuis. Directeur des peintures anti-corrosion, puis directeur stratégie de la chimie, et en 1997, direction gaz-électricité déjà, où il occupe successivement les responsabilités de directeur Amérique, directeur international, directeur de la stratégie et énergie renouvelable. C'est la première fois que le mot renouvelable apparaît dans les titres. Et il a également travaillé comme directeur de trading et marketing Gas and Power basé à Londres. Il est nommé en 2012 directeur Gas and Power et rejoint à ce titre le comité directeur du groupe. En 2014, il fait un détour par la branche raffinage chimie et revient en 2016 pour la direction énergie nouvelle. Il est nommé directeur général de la branche Gas Renewable and Powers en 2016, qui est nouvellement créée et qu'il a porté tout du long et donc il a, je dirais, piloté et imaginé la croissance et sa situation actuelle. Avec ces quelques mots, je lui laisse la parole. Denis, merci de l'accueil. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes des passionnés de l'énergie parce que c'est un secteur qu'il mérite. Mais on va faire un petit zoom sur la trajectoire de Total, qui, je crois, peut être considérée comme un exemple de ce qui se passe en ce moment dans le marché de l'énergie et auquel tout le monde est sensible. Alors, Total, je pense que tout le monde en a une image, surtout en France, une image, j'allais dire, d'Épinal, c'est-à-dire Total est un acteur pétrolier. C'est comme ça que Total a été créé, 1924, donc ça commence à dater. Et on a développé dans le groupe des activités pétrolières intégrées depuis l'amont, donc l'exploration. On a des gens qui ont arpenté pendant des années les sables des déserts du Moyen-Orient pour identifier des ressources de pétrole, puis ensuite pour les produire, les raffiner. Et tout le monde connaît nos raffineries parce qu'il suffit de passer sur l'autoroute au sud de Lyon, par exemple, pour voir notre raffinerie de Fezin. Donc, il nous sert à transformer le pétrole en produits directement aptes à la consommation. Et puis, tout le monde connaît nos stations-service, évidemment, où on va faire le plein d'essence. Donc ça, c'est l'image traditionnelle, je dirais, du groupe. Quand vous dites que vous travaillez chez Total, en général, même votre grand-mère considère que vous êtes sûrement pompiste. Mais je pense qu'effectivement,
Aujourd'hui, quand Total se présente devant ses actionnaires, comme il va le faire à la fin du mois de mai, pour changer le nom, et changer le nom, comme l'a dit Denis, en Total Énergie avec un S à la fin, on se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer ou qui a changé chez Total. Et le portefeuille d'activité, le portrait de Total Énergie donc en 2021, au moment de l'Assemblée générale, c'est encore un groupe qui fait beaucoup dans le pétrole, en sachant que son pétrole il est devenu en partie bio. C'est un groupe qui fait beaucoup de gaz et qui est devenu un des leaders mondiaux du gaz naturel liquéfié, qui a commencé d'être actif également dans le gaz renouvelable, notamment dans le biogaz, puisqu'on est devenu au début de cette année le leader français du biogaz. Et on a aussi des activités dans le domaine aux États-Unis. On est un des fournisseurs dans le domaine professionnel et dans le domaine des clients particuliers au niveau européen. On est fournisseur de gaz en Inde, en Chine, au Japon, aux États-Unis. Donc un vrai acteur mondial du gaz, ce qui est moins connu. Et puis surtout, ce qui surprend davantage, c'est notre présence dans l'électricité, puisqu'on est devenu récemment un des principaux fournisseurs d'électricité. Alors, au niveau des clients professionnels en Europe, c'est déjà un petit peu ancien, mais sur les clients particuliers, c'est nouveau. Et on est un des principaux fournisseurs d'électricité en France, en Belgique et en Espagne. Et on n'est pas très loin des 10 millions de clients. Cette électricité, contrairement à ce que dit le PDG d'une entreprise concurrente, on la produit et on a à peu près le tiers des capacités de centrales gaz en France, et on en a en Belgique, on en a en Espagne. Et puis surtout, ce qui surprend encore plus, et c'est l'éolienne que nous a montré Denis, c'est quand ce Total Énergie aujourd'hui est devenu un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine de la production d'électricité renouvelable, à la fois sur le solaire et aussi sur l'éolien, et dans l'éolien, à la fois sur l'éolien terrestre et l'éolien marin. Il est devenu aussi, ce groupe, un des leaders mondiaux du domaine des batteries, pour usage stationnaire, pour usage aussi mobile. Et d'ailleurs, ce groupe est devenu un des principaux promoteurs de la mobilité électrique. C'est le sens du partenariat qui a été noué avec PSA, avec Peugeot, pour faire une des principales usines européennes de batteries pour véhicules électriques qui devrait à peu près fournir 10% du marché du véhicule électrique à l'horizon 2030. Et ce groupe est aussi devenu un des acteurs des bornes de recharge électrique, non seulement dans nos stations-service, où on va mettre à peu près 500 bornes dans les quelques années qui viennent, 500 bornes de recharge rapide dans nos stations-service pour permettre aux véhicules électriques de se ravitailler à peu près tous les 150 km. Mais on est en train aussi de devenir un des principaux opérateurs de bornes de recharge dans les grandes villes européennes, comme à Amsterdam, Londres et plus récemment, comme ça a été annoncé, Paris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce groupe finalement a énormément changé, et avec un visage qui n'a absolument rien à voir avec l'image d'Épinal du pétrolier créé en 1924. Alors, pour que vous compreniez un petit peu ce qui nous a conduit à changer, comment on a changé, il faut revenir un petit peu en arrière. Et notamment avant 2015-2016, on a affiché la stratégie qui nous a permis d'afficher le visage que je viens de vous écrire pour Total Énergie. Avant 2015, il faut que vous compreniez que l'obsession, je vais dire, d'un groupe pétrolier, c'était relativement simple, c'était accéder à des réserves. Accéder à des réserves parce que quand on produit du pétrole, on épuise des gisements, et donc l'obsession d'un groupe minier,
l'obsession d'un groupe pétrolier, c'était en permanence de remplacer les réserves qu'il produisait et, si possible, d'en trouver davantage que ce qu'il n'avait produit. Or, c'était un sport extrêmement compliqué parce que les prévisions déjà du Globe de Rome en 72, on disait qu'il n'y aurait plus une goutte de pétrole en l'an 2000. Donc, ça voulait bien dire que le pétrole était rare et donc c'était compliqué de trouver des réserves pour pouvoir avoir une activité durable. Et puis ces réserves étaient devenues, surtout pour des groupes pétroliers comme Total, un groupe français, elles étaient devenues très peu accessibles. Parce qu'en France, on a très peu de réserves pétrolières, et c'est le cas aussi pour le gaz. Et dans les pays qui étaient riches en ressources, là où on était présent, et là où on était né, c'est-à-dire au Moyen-Orient, les nationalisations des années 70 avaient fait en sorte que l'accès à ces réserves était compliqué pour les groupes occidentaux. Alors certes, on avait développé l'aventure de l'offshore, mais produire et explorer en offshore, c'est un exercice assez coûteux, assez risqué. Il faut en gros dépenser 200 millions de dollars pour faire un puits d'exploration qui a une chance sur 5 d'être réussi et 4 chances sur 5 d'être sec. Et de temps en temps, il faut accepter de faire un chèque de 500 millions de dollars ou 700 millions de dollars pour avoir le droit de faire de l'exploration dans un carré d'eau, et vous n'êtes pas sûr évidemment de ce que vous allez trouver. Donc un sport à haut risque, et qui était véritablement l'obsession de tous les groupes pétroliers, notamment de Total, avant 2015, et encore dans les années 2000-2010, ça s'était renforcé à une époque où on parlait de peak oil, et on pensait qu'on allait atteindre le pic de la production pétrolière au niveau mondial, pas plus tard en fait que de 2015. Donc, cette obsession, c'était ce qui occupait le top management du groupe pendant des années. Cette obsession, elle était aussi appliquée de plus en plus au gaz, en sachant que quand on est un groupe pétrolier, on est forcément un groupe gazier, parce qu'avec les gisements de pétrole, on trouve du gaz, et avec les gisements de gaz, on trouve des liquides. Et donc, les deux activités ont toujours été liées. Mais c'est vrai que l'activité gaz était moins visible au niveau des groupes pétroliers, parce qu'en général, il y avait des monopoles dans les pays qui consommaient le gaz, et donc on n'avait pas de station-service pour le gaz. Et en général, on était obligé de vendre à des monopoles et qui étaient le visage externe, comme Gaz de France, comme British Gas, vis-à-vis des clients et vis-à-vis du grand public. Mais on a toujours été producteur de gaz, et le gaz a appris quelque chose au groupe pétrolier, c'était le client. Parce que le gaz, c'est plus abondant que le pétrole, donc c'est plus facile de trouver du gaz que du pétrole, mais c'est beaucoup plus difficile à vendre, parce que ça coûte extrêmement cher de transporter le gaz. Et donc, quand vous trouvez un gisement de gaz, il faut tout de suite identifier un client pour savoir comment acheminer le gaz vis-à-vis de ce client. Et toute l'histoire du gaz naturel liquéfié, donc, qui permet de transporter des grandes quantités de gaz, mais au prix d'investissement qui se chiffre en milliards de dollars, parce qu'il faut imaginer un immense réfrigérateur pour refroidir le gaz à moins 160 degrés pour le transformer en liquide et le rendre transportable. Ça demande de tels investissements que les gaziers ont toujours été obligés de négocier des contrats à long terme avec des clients. Et donc, le développement des activités gazières dans les groupes pétroliers, c'était le cas chez Total, qui est devenu, au cours des années, au début 90 et puis ensuite 2000-2010, Total est devenu un des leaders mondiaux du gaz, leader mondial gaz naturel liquéfié. On a ouvert historiquement les marchés japonais et coréens du gaz, mais on a plus récemment ouvert également les marchés de la Chine et le marché de l'Inde, déjà pour des raisons climatiques, on y reviendra, bien entendu. Mais déjà dans les années 2000-2010, on avait
essayer d'ouvrir les marchés de l'Inde et de la Chine sur la foi qu'un jour ou l'autre, ces marchés-là s'ouvriraient au gaz. Alors, c'était pour des raisons climatiques, c'était aussi, il faut le reconnaître, c'était surtout le driver de la propreté de l'air, parce que c'est d'abord la propreté de l'air qui a convaincu les Chinois d'accepter de payer une énergie plus chère que leur charbon domestique, qui était le gaz. Mais tout ça pour dire qu'on a acquis chez Total, dans la partie gaz, la notion de demande, la notion de client. Et ça, c'est quelque chose qui nous a servi plus tard, en 2015-2016, quand on a affirmé notre nouvelle stratégie. Mais juste avant de venir à cette nouvelle stratégie 2015-2016, il y a une chose également qu'on a appris dans le groupe, c'était les avantages, j'allais dire, et les risques des diversifications. Un groupe pétrolier, c'est un groupe fatalement qui a l'esprit, je dirais, le goût du risque. Je vous l'ai expliqué, quand on cherche du pétrole en offshore, fatalement, il ne faut pas faire ça si on a une aversion au risque. Et ça nous a conduit historiquement à développer des tas d'activités dans des domaines variés du monde de l'énergie. Mais on a été actif dans l'uranium, on a développé des mines d'uranium, on a été un des principaux créateurs de la COGEMA, donc le cycle du combustible. On a été actif dans le photovoltaïque il y a 40 ans, à une époque où on ne parlait pas de climat, on ne parlait pas de l'énergie solaire comme on en parle aujourd'hui, mais Total s'y intéressait déjà. On s'est intéressé aux biotechnologies très tôt, à la fin des années 2000-2010, une époque où c'était des paris extrêmement coûteux. On a fait des paris aussi coûteux dans le photovoltaïque plus tard, au début des années 2010, à une époque où les gouvernements se sont désintéressés des renouvelables pour des raisons budgétaires. Et on a fait aussi beaucoup d'expériences dans le charbon. On était mineur en Afrique du Sud et je me suis occupé pendant des années de mines en Afrique du Sud. Et de toutes ces diversifications, ce qu'on a appris, c'est que, effectivement, les diversifications sont risquées, mais qu'il n'y a pas d'énergie sans défaut, énergie idéale. Elles ont toutes des domaines d'application, alors plus ou moins importants, mais aucune n'est proprement à jeter. Alors j'allais dire toutes, peut-être sauf une, comme Astérix, qui est le charbon. Mais ça nous est apparu en 2015. Donc venons-en en 2015, donc qui est l'année où on a redéfini notre ambition et notre stratégie. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2015? En gros, il s'est passé deux choses. D'abord, l'OPEP, et l'Arabie Saoudite en particulier, a décidé d'ouvrir les vannes. Depuis des années, l'OPEP essaie de réguler sa production. Et en fin 2014, très exactement, les Saoudiens veulent donner une leçon, on va dire, aux Américains et décident d'ouvrir les vannes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent les vannes et les prix s'effondrent, et s'effondrent beaucoup plus bas que ce qu'ils avaient imaginé. On est parti de $100, on ouvre les vannes et on termine en quelques mois à moins de $30. Et qu'est-ce que les Saoudiens n'avaient pas compris? Ils n'avaient pas compris en fait que la révolution du pétrole de schiste était passée par là, après la révolution du gaz de schiste. Et en fait, le supply n'était plus le problème. Et c'est vraiment le changement de paradigme fondamental de cette industrie. Donc, je vous ai dit, pendant des années, l'obsession, c'était de trouver du supply, trouver de l'offre. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que l'offre, c'est plus le problème. Et c'est, je vous garantis, également un traumatisme en interne où les explorateurs commencent à comprendre que finalement, on n'a plus autant besoin d'eux que par le passé. Et la deuxième chose qui se passe en 2015,
c'est la conférence sur le climat à Paris, la COP21. Alors, on y est très sensible, bien entendu, parce que, étant français, on était aux premières loges pour voir ce qui se passait. Mais le climat, on en avait parlé depuis des années, le protocole de Kyoto, c'est le début des années 90. L'Europe avait déjà mis en place un système avec un prix du carbone pour réduire les émissions de carbone. Mais c'était quand même resté un sujet pour un club de bobos européens. La COP 21, on a suivi ça avec attention et on a acquis la conviction au niveau du top management de Total que cette fois, les États étaient sérieux. Et que les États étaient sérieux, d'autant plus qu'une grande partie de leur population, et leur population jeune, en fait, était très sensible sur le sujet du climat. Et ça, même si on voyait bien que certains gouvernements, notamment ceux des pays en développement, comme l'Inde ou la Chine, qui avaient quand même d'autres priorités que le climat et qui était leur développement et l'accès à un certain niveau de vie. Mais on voyait quand même qu'il y avait un début de prise de conscience dans ces pays-là. Et même si les Américains, avec Trump, se sont dégagés de l'accord, on voyait bien quand même que les populations, les États, différents États aux États-Unis, avaient une vraie conviction. Et donc on s'est dit, le monde est en train de changer. Et on a réfléchi à ce moment-là à notre stratégie. Et en fait, on a décidé, c'est assez simpliste, mais ça marche bien, je peux vous le garantir, quand vous ne savez pas où vous allez, il faut regarder ce que veulent les clients. Et donc, on a défini une stratégie basée sur la demande. Et on a dit, l'offre n'est plus le problème, c'est la demande qui est le problème. Et donc, on a décidé, en fait, ça peut se résumer en une maxime, une phrase, d'apporter à nos clients une énergie qui serait fiable, une énergie qui serait abordable, parce qu'il faut que nos clients puissent se payer l'énergie, elle ne peut pas être trop chère, et l'énergie qui soit propre. Et derrière propre, ça voulait dire propre sur le plan de pollution de l'air, pollution de l'eau, bien entendu, comme on avait fait, on y était sensible depuis des années, mais aussi sur le plan du climat. Et à ce moment-là, on a décidé de créer une nouvelle branche d'activité qui porterait cette stratégie et qui aurait pour mission de permettre au groupe d'atteindre son ambition. Et cette branche, on l'a appelée gaz renouvelable and power, donc power au sens électricité pour les Français. Et donc, on a créé cette branche avec des activités que l'on avait déjà pour partie, avec une feuille de route qui était relativement simple. Il s'agissait en fait de développer des ventes de produits énergétiques en diminuant l'intensité carbone par rapport au mix du groupe. Et donc, pour ce faire, la première chose, c'était d'éradiquer le charbon. Alors ça, c'était simple. On avait des mines de charbon. En 6 mois, on les a vendus. La deuxième chose pour diminuer l'empreinte carbone du groupe, c'était de voir tous les usages du charbon pour les remplacer notamment par le gaz, voir tous les usages du pétrole pour les remplacer également par le gaz, là où le gaz pouvait être compétitif, même si on voyait bien qu'il fallait réserver le pétrole à des domaines où il était difficilement substituable, comme le transport. Le gaz, on voyait bien également qu'il fallait commencer à penser à le verdir et donc à développer du biogaz et de façon beaucoup plus récente à développer des productions d'hydrogène renouvelable. Et on pourrait y revenir si vous avez des questions là-dessus. C'est probablement le sujet encore le plus challenging, j'allais dire. Et puis surtout, il s'agissait de développer l'électricité. L'électricité, on en avait déjà produit, bien entendu, depuis des années, on en avait commercialisé depuis des années, mais là, ce n'était plus une diversification, c'était vraiment un axe stratégique. On avait d'ailleurs
essayé de le faire comprendre à nos équipes par une phrase qui est passée d'ailleurs à l'externe en disant le 21e siècle sera le siècle de l'électricité. C'était pas si difficile que ça d'être prophète sur ce sujet-là, mais ça nous paraissait une évidence que l'électricité allait se développer dans les usages auprès des clients. Mais la condition, c'est qu'il fallait que cette électricité soit bas carbone, parce que sinon on produit de l'électricité à partir de charbon, comme on le fait encore malheureusement en Allemagne. On n'a évidemment absolument pas résolu le problème du climat. Et donc cette électricité, pour nous, il fallait qu'elle soit un peu à partir de gaz pour remplacer très vite les productions d'électricité à partir de charbon, mais il fallait qu'elle soit renouvelable. Et un des diagnostics qu'on a fait là aussi qui était relativement simple, mais que tout le monde n'a pas fait quand même, c'est de se dire que c'était les productions de renouvelables intermittents, le solaire et l'éolien, qui allaient devoir être développés de façon massive. Et pourquoi je dis que ce n'est pas si évident que ça? C'est pas si évident que ça, parce que d'abord, ce sont des énergies intermittentes, donc par définition, elles ont cet inconvénient-là. Et puis, deuxièmement, elles ne représentent quand même que 2% aujourd'hui, et à l'époque, c'était moins que ça, du mix énergétique mondial. Donc, quand on part de 2% et qu'on se dit que pour que ça représente un véritable impact sur le mix de la planète et sur les émissions de CO2, il va falloir le développer pour qu'elle représente 10, 20, 30, 40, voire pourquoi pas 50% à l'horizon 2050. C'est quand même un sacré pas. Et on a décidé de faire ce pari, même si à l'époque, tout le monde n'était pas convaincu. L'autre chose qu'on a décidé de faire aussi, et qui a encore plus surpris, c'était les batteries. Puisque les renouvelables étaient intermittentes, il fallait qu'on sache pallier cette intermittence. Et donc, on s'est intéressé aux batteries. Et j'y reviendrai, c'était un des premiers mouvements qui était assez visible. Et puis, la dernière chose qu'on avait aussi comme ambition de développer, c'était d'apprendre à tous nos clients que l'énergie qui émet le moins, bien entendu, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, bon, c'est la palissade. Mais pour un pétrolier, ce n'était pas si évident que ça, ou pour un fournisseur d'énergie, pas si évident que ça, de se positionner clairement sur ce sujet-là. Et un des slogans qu'on a essayé de populariser, par exemple, pour la publicité qu'on fait pour notre marque Total Direct Energy, c'est pas Versailles ici, c'est la volonté de dire à nos clients, vous pouvez consommer mieux en consommant moins. Donc ça, c'est la création de la branche gaz renouvelable and power, sa feuille de route. Et pour développer, mettre en œuvre cette feuille de route, ce dont on s'est convaincu très vite, c'est qu'on ne pouvait pas le faire ça tout seul, et qu'il fallait qu'on commence par des acquisitions. Et on a commencé très vite avec l'acquisition de Saft, qui était un groupe un peu oublié, un groupe français, centenaire dans le domaine des batteries, qui n'était pas du tout franco-français, parce qu'il était devenu un vrai groupe mondial, avec des usines aux États-Unis, partout en Europe, en Chine, en Inde. Mais cette société-là, elle était un petit peu oubliée de tout le monde. Et on a lancé une OPA sur Saft, qui a beaucoup surpris, un OPA américain, et qui a réussi. Et donc, on est devenu actionnaire à 100% de Saft, avec d'ailleurs une incompréhension des équipes de Saft qui me disaient, mais pourquoi vous avez acheté? Et donc, il a fallu qu'on explique aux équipes de Saft pourquoi on les avait achetés, et qui était en fait pour développer une offre de batterie pour énergie stationnaire et pour véhicules électriques. Et ils étaient à 100 000 lieues de ça. Mais on a fait cette première acquisition. Assez vite, on a acheté aussi l'Empiris, qui était une société qui faisait une société belge qui commercialisait de l'électricité verte. Leur slogan, c'était l'Empiris, on est petit, on est belge, on est vert. Et on achète l'Empiris. On ne pouvait pas dire qu'on était petit, on ne pouvait pas dire qu'on était vraiment belge, même si avec l'acquisition de Petrofina à la fin des années 90, on était devenu quand même un petit peu belge. Mais en tout cas, on n'était pas vraiment vert. Et on fait cette acquisition-là en leur disant, ce que vous faites bien en Belgique,
ils avaient essayé de le faire en France, mais ils n'y arrivaient pas. Et on leur a dit, on va le faire ensemble en France. Et c'est comme ça qu'on a développé Total Spring, qui était la première marque d'électricité 100% verte qu'on a développée auprès du grand public français. Et puis après, on a fait d'autres acquisitions, Direct Energy, qui est devenu Total Direct Energy, Cadran, qui est devenu Total Cadran dans les renouvelables, les activités de commercialisation en Espagne des Portugais de DP. On a noué des partenariats, parce que là aussi, l'avantage d'un groupe pétrolier, c'est qu'on est habitué aux partenariats. Donc, on a fait des partenariats avec des acteurs traditionnels, des acteurs du monde énergétique comme Novatec, comme Sempra aux États-Unis. On a aussi fait des partenariats plus originaux avec RN, qui était en fait un groupe d'activités dans le domaine des renouvelables créé par deux fondateurs avec lesquels on a décidé de créer Total RN pour développer notre offre d'énergie renouvelable. On s'est aussi allié avec un groupe indien, Adani, pour développer des ventes de gaz en Inde et des ventes de renouvelables. Donc, on a décidé de faire beaucoup d'acquisitions de talents externes dont on avait besoin pour arriver à doper nos activités. L'autre paramètre qui était aussi important, c'était le souci de rentabilité. On était convaincus qu'il nous fallait, pour arriver à faire un développement durable, à montrer à nos équipes en interne, à notre top management, à nos actionnaires, qu'on arriverait à développer ces activités de façon rentable. Et donc, dès le départ, on a affiché un souci de rentabilité, notamment dans le domaine des renouvelables. Tout le monde nous avait dit, mais vous allez développer du renouvelable, vous allez détruire la rentabilité du groupe. Et on a dit, pas du tout. On va définir un business model que tout le monde nous a regardé avec un petit peu de scepticisme ou de curiosité, suivant les cas, et qui est un business model où on a décidé de développer des actifs renouvelables, des fermes solaires, des fermes éoliennes, mais d'en revendre une partie, une fois qu'elles seraient construites, dérisquées, à des acteurs qui étaient prêts à investir dans ces actifs avec des exigences de rentabilité extrêmement faibles et qui nous permettaient de doper notre rentabilité. Et sur d'autres paramètres, sur le gaz, on a beaucoup aussi doper nos activités trading pour essayer d'optimiser la rentabilité de nos activités. Résultat, ces activités-là, ce n'est pas connu, mais on est plus rentable que nos activités d'exploration-production depuis 3 ans, 4 ans, je dirais de suite. Et donc, en externe, on ne le dit pas trop parce que ce n'est pas forcément très flatteur pour nos activités d'exploration-production, pour l'amont du groupe, mais c'est une réalité qui est bien connue en interne. On a mal entendu la dernière phrase. Pardon. Oui, je disais que le fait que nos activités Gaz Renouvelable and Power soient plus rentables que nos activités amont, je disais que ce n'était pas quelque chose qu'on claironnait à l'extérieur parce que ce n'était pas forcément flatteur pour nos activités amont et que pendant pas mal de temps, on hésitait à le dire. Mais en interne, c'est quelque chose qui est connu. Nos analystes et nos actionnaires le savent. Et donc, année après année, ça nous a permis aussi de bâtir notre crédibilité qui faisait que oui, on développait une activité qui est devenue maintenant, qui représente à peu près 15% des capitaux employés du groupe, mais on n'était pas en train de détruire de la rentabilité. Et pour ne pas détruire cette rentabilité, il nous fallait faire comprendre aussi aux équipes qui nous rejoignaient après nos acquisitions que ce qu'on attendait d'elles, c'était de la croissance organique. Parce que je ne vous apprendrai rien, mais la plupart des acquisitions, en général, ça fait plaisir au top management, mais souvent, ce sont des échecs parce que s'il n'y a pas de création de valeur à la suite de ces acquisitions par synergie, ben vous n'arrivez pas à justifier les premiums qui sont en général ceux qui sont nécessaires pour faire des acquisitions, pour convaincre les anciens actionnaires de vous céder leurs actifs et leurs équipes. Et donc, on a mis beaucoup l'accent sur une croissance extrêmement forte, croissance organique, en demandant aux nouvelles équipes d'accélérer
en termes de dynamisme. Il y avait une des phrases que Denis a prononcées dans cette conférence en disant « Est-ce que les éléphants sont capables de danser ?» Il était gentil et il ne nous a pas qualifié de mammouth. Mais clairement, les équipes qui nous rejoignaient ont été bluffées quand on leur a dit « Mais écoutez les gars, vous pédalez vite, mais vraiment, pour nous, vous êtes des escargots, il va falloir pédaler encore plus vite. » Et pédaler encore plus vite, mais notamment, il fallait les aider. Il fallait les aider d'abord en essayant de ne pas leur faire subir les pesanteurs d'un groupe effectivement structuré qui a fatalement des procédures qui auraient pu ralentir le rythme de développement. Mais aussi, il fallait leur apprendre à comment mobiliser les atouts du groupe, les atouts financiers bien sûr, aussi la couverture mondiale, aller développer des activités en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Aussi savoir s'appuyer sur l'expertise technique et technologique des équipes du groupe, et Dieu sait si on en a, et qui peuvent être utiles au bord de gaz renouvelable and power de notre branche, mais dans le domaine des batteries et du photovoltaïque, mais aussi au niveau du groupe pour développer des nouvelles structures pour faire de l'éolien flottant, de développer de l'hydrogène vert, qui est une compétence chimique que possèdent des équipes du groupe, et puis leur apprendre à travailler en équipe. Et ça, c'était pas gagné parce qu'on a acquis beaucoup de sociétés de taille moyenne, mais qui avaient un comportement de PME. Alors, dans ce comportement de PME, il y avait beaucoup de dynamisme, mais quelquefois, pas beaucoup de savoir-faire ou pas beaucoup de volonté de s'appuyer sur des collègues qui peuvent avoir des idées différentes des vôtres. Et donc ça, c'était aussi un challenge. Donc il y avait un vrai challenge culturel, un vrai challenge pour arriver à développer une culture de croissance. Et donc c'est ce qu'on a fait au cours de ces 5 ans d'existence de la branche gaz renouvelable and power, donc, qui a été multiplié en gros en taille par plus de 10, et qui aujourd'hui permet à Total de se rebaptiser la tête haute en Total Énergie, et en n'étant plus le méchant pétrolier spécialisé, mais ce que Patrick, dans l'interview d'ailleurs que vous a montré Denis, qualifie de super major verte. En termes de super major, c'est un terme qui est connu dans l'industrie pétrolière, beaucoup moins dans l'industrie électrique ou des renouvelables. Mais super major verte, ça peut montrer ce qu'on a envie de faire. On n'est pas là pour être des acteurs de niche, on est là pour être un vrai acteur mondial du domaine de l'énergie et de l'énergie bas carbone. Et c'est quelque chose qui n'existe pas franchement aujourd'hui. Donc, on est en train d'inventer ce que peut être une super major verte, avec également une obsession, une ambition qui est toujours plus d'énergie, parce qu'on n'a pas l'intention de céder aux sirènes, mais vous n'avez qu'à moins produire et vous n'avez qu'à produire que de l'énergie renouvelable. Nos clients, ils attendent de l'énergie d'abord. Ils veulent qu'elle soit verte, mais ils veulent d'abord de l'énergie, et surtout dans les pays où aujourd'hui ils n'ont pas encore accès à une énergie moderne et à l'électricité. Donc plus d'énergie, mais moins de carbone. C'est pour ça qu'on a affiché clairement notre ambition d'être net zéro carbone à l'horizon 2050, à la fois sur nos émissions et à la fois sur les émissions de nos clients, puisque le CO2, en fait, il a été mis au moment de la combustion des hydrocarbures chez nos clients. Mais bien entendu, on s'en préoccupe aussi. Et donc, on a l'ambition d'être net zéro carbone également pour les émissions mesurées non seulement chez nous, mais au niveau de nos clients, et avec un mix de vente énergétique qui a commencé d'évoluer, puisqu'en 2015, on vendait en gros 1% d'électricité, et en 2020, on en a vendu entre 5 et 10%, et à l'horizon 2030, on va passer à 15%, et 2050, ce sera probablement 40%. Et donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la transformation de ce groupe.
qui reste un groupe, encore une fois, un groupe intégré, parce que ce qui guide notre intégration sur un mix d'énergie qui est un mix d'énergie qui ont vocation à se compléter, à se déformer dans le temps, de plus en plus vers le bas carbone, de plus en plus vers le gaz, de plus en plus vers l'électricité, mais avec un groupe qui veut pouvoir toujours avoir une réponse aux besoins de ses clients, même si ces besoins, bien sûr, évoluent, et qu'on va contribuer à les faire évoluer en offrant à nos clients des énergies de plus en plus désirables parce qu'elles seront de plus en plus propres. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre virage. Et bien entendu, je serais ravi de répondre aux questions que vous pouvez avoir sur le sujet. Merci Philippe, merci pour ce panorama et ce tour d'ensemble qui est aussi le tour d'ensemble de la transition énergétique. Je vais honteusement user du privilège du présentateur et poser la première question et ensuite je laisserai Anne-Béatrice qui essaye fort gentiment de faire la synthèse de multiples. Ce qui m'a intéressé, c'est en particulier lorsque vous avez expliqué le rationnel d'acquisition de SAF. Est-ce que la perspective que vous voyez, c'est une perspective où, au-delà d'une période de transition, on va vers le tout électrique couplé avec des batteries parce que la technologie des batteries va permettre de vaincre l'intermittence? Ou est-ce qu'on restera toujours avec un bouquet énergétique assez hétérogène, avec des niches significatives qui ne pourront pas être électriques? La question peut se poser pour l'aérien, par exemple. Oui, alors on a clairement, encore une fois, la vision que l'électrique va avoir une croissance absolument phénoménale, mais on reste convaincu que pour certains usages, l'électricité, aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances, parce qu'il faut toujours rester humble, on a toujours été surpris de nombreuses fois, donc je suis sûrement encore en train de me tromper, mais on est quand même convaincu que l'électricité ne pourra pas tout faire, et pour des raisons qui sont des raisons liées, entre guillemets, à la science, à la physique. L'électricité, ça se stocke très mal. En gros, dans l'énergie, il y a les trois formes que l'on connaît aujourd'hui, c'est le liquide, le gaz et les électrons. Le liquide est la forme qui se stocke le plus facilement, parce que c'est une forme très dense d'énergie. Le gaz, ça se stocke, mais déjà, ça coûte cher de stocker du gaz, que ce soit de l'hydrogène ou du gaz naturel. Mais les électrons, c'est ce qui coûte le plus cher à stocker, ce qui pose le plus grand nombre, le plus grand challenge également en termes de sécurité. Si vous mettez trop d'électrons, ça prend feu. Donc il y a un vrai challenge derrière le stockage d'électricité. Et or, les usages de l'énergie, ils sont pas constants. Donc, désolé, mais nos clients, on ne va pas arriver à leur dire vous consommez que quand il y a de l'électricité qui arrive chez vous. Donc il faut qu'on joue avec ça. Et nous, ce qui nous semble se dessiner, c'est que pour le transport aérien, par exemple, pour prendre un exemple extrême, le transport aérien long courrier, il nous semble évident qu'il y a une bonne solution aujourd'hui et qui pourrait être mise en œuvre en plus aujourd'hui, demain. C'est les biocarburants. Sachant que les biocarburants ne peuvent évidemment pas résoudre tout le problème énergétique parce qu'il y a évidemment une concurrence sur l'usage des surfaces, à la fois avec les forêts primaires qui stockent du carbone, mais aussi avec les usages liés à l'alimentation humaine. Donc, il faut être assez parcimonieux de l'usage des terres agricoles pour le sujet énergétique. Mais les biocarburants, par exemple, dans le domaine transport aérien, on pourrait très bien les imposer dès aujourd'hui. On sait faire. Donc, ça nous paraît une solution meilleure que l'électricité. Il y a d'autres usages comme le chauffage. Le chauffage dans les pays tempérés, comme les pays européens, c'est un usage qui est un usage saisonnier. Eh bien, le chauffage électrique, comme en rêve un grand groupe français néanmoins ami, on continue à penser que c'est une bêtise.
et qu'on assurera davantage les besoins des clients en termes de chauffage en ayant une énergie sous forme de gaz. Alors ça peut être, c'est pas forcément du gaz naturel, justement, et l'hydrogène qui est demain peut être produite à partir de l'électricité, et à partir de l'électricité décarbonée, bien entendu, pour que l'hydrogène soit vert. Même si c'est plus coûteux quelque part que l'électricité, a cet avantage-là de pouvoir être utilisé au moment où on en a besoin. Et donc, in fine, c'est moins coûteux d'assurer du chauffage à partir de gaz comme de l'hydrogène qui aurait été produit à partir d'électricité, mais à des moments qui n'ont rien à voir avec le tempo de la demande, plutôt que de vouloir produire l'électricité au moment où les chauffages se mettent en place. Et on l'a encore vu cet hiver. Et nos amis d'EDF, pour ne pas les nommer, ont essayé de faire passer, ils ont réussi une réglementation qui interdit autre chose que du chauffage électrique dans les nouveaux logements. Et puis un mois après, RTE, comme leur filiale, a dit « Je suis désolé, mais si vous voulez vous chauffer vendredi prochain, il faut commencer à penser à réduire vos consommations d'électricité autre que le chauffage. » Donc on voit bien qu'il y a des usages pour lesquels l'électricité n'est pas la solution la plus évidente. Et c'est pour ça qu'on voit toujours, y compris à l'horizon 2050, la nécessité d'avoir un cocktail d'énergie, toute bas carbone, c'est clair, mais pas forcément à 100% électrique. Merci. Anne-Béatrice, est-ce que je peux te céder la parole pour oui. les questions qui remontent? Il y a pas mal de questions. Alors, il y a toutes celles qui concernent plus particulièrement la stratégie business, quelques-unes plus spécifiques sur le climat, et puis d'autres qui évoquent les parties prenantes. Donc, je vais essayer de vous les synthétiser. Sur la stratégie business, par rapport à l'évolution qui a été présentée, on demandait quelle était l'importance dans la stratégie en général de la partie croissance externe. Philippe a évoqué tout à l'heure le rôle de la partie organique. Il y avait une question donc sur la partie externe. L'impact sur la marge du groupe de l'évolution du mix de prod. Ensuite, plus des questions un peu de prospective ou d'anticipation sur, après les premières acquisitions, finalement, quels seront les next steps en termes à la fois d'ampleur et de géographie. On nous cite au passage les contrats qui ont pu être signés en Afrique de l'Ouest pour des terminaux GNL. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rationnel derrière cela et quelles sont les attentes et les prévisions qu'il y a? Quel bilan vous faites également dans cette stratégie de développement de ce que vous avez fait en matière de retail ELEC avec le rachat notamment de Direct Energy? Et puis, toujours, bon, je l'ai mise dans la stratégie business, mais quel rôle finalement et quelle contribution est attendue du groupe, enfin par le groupe, des différentes entités, différentes business units, que ce soit Quadrant, RN, Solar, etc., sachant qu'apparemment, il y a des overlaps potentiels potentiellement importants. J'attends pour le reste, on redit. Oui, si je vois pas question. Bon, je vais essayer de répondre sans être trop long. Alors, pas mal de questions autour de la croissance externe. Comme je l'ai dit, la croissance externe, on en avait besoin pour assez vite jeter les bases d'un développement significatif. Et donc ça, c'était des acquisitions qui nous permettaient soit de pallier un manque dans un secteur business. On n'était pas du tout présent dans les batteries, donc Saft nous a donné tout de suite une position dans les batteries, donc ce n'était pas tout à fait les batteries que l'on voulait développer. On a acquis avec Saft 100 ans, un siècle d'expérience des batteries. Dieu sait si c'est un sujet compliqué, les batteries. Ou sur les renouvelables, on s'est développé historiquement
plutôt comme un producteur de cellules et de panneaux solaires, mais pas tellement comme un producteur d'énergie solaire. Et donc, on voulait assez vite acquérir des équipes de développement d'actifs. Et donc, c'était la première alliance, le premier partenariat que l'on a fait, c'était avec Eren, comme je l'ai dit, qui nous a donné tout de suite accès à une équipe de développement en couvrant certaines géographies qu'on n'aurait pas couvert sinon. Donc la croissance externe, elle a été absolument clé pour nous mettre le pied à l'étrier, soit dans certaines géographies, soit dans certains business. Mais ce que j'ai dit, c'est que pour créer de la valeur, il n'y a rien de mieux que de la croissance organique. Et donc, partout où on le peut, où on estime qu'on a acquis une taille critique, il est évident qu'on va essayer de ne pas faire l'acquisition de trop, que l'on paierait un prix absolument démentiel et qui ne serait pas justifié, parce qu'on peut en fait arriver à faire la même croissance pour moins cher en recrutant des équipes au-delà de celles que l'on a. Alors, ce n'est pas pour vous dire qu'il n'y aura pas de nouvelles acquisitions, on a fait beaucoup et on va continuer d'en faire. Mais par exemple, les dernières acquisitions que l'on a faites étaient plus des acquisitions, par exemple, dans le domaine des renouvelables, des acquisitions de portefeuille de projets, où on rachetait bien sûr une petite équipe, et d'ailleurs quelquefois pas toujours l'équipe, mais le portefeuille de projet et qu'on allait demander à nos équipes de développer pour accélérer la mise en production de ces projets. Donc, on va continuer, Total Énergie va continuer à faire de la croissance externe. Il est clair qu'elle se doit d'être plus sélective maintenant qu'on a déjà les bases du développement que l'on souhaite. Alors, sur les autres questions, sur l'impact sur la marge du groupe, notre mix de production, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, on va devoir gérer la croissance de certaines activités et la stagnation, voire le déclin d'autres. Et donc, effectivement, par exemple, on a expliqué, je me rappelle, c'était quand même quelque chose qui était compliqué à vivre pour les équipes au départ. On a expliqué à nos équipes qui commercialisaient du fuel en France qu'on leur demandait d'aller voir leurs clients pour les convaincre de passer à une chaudière à gaz ou à une pompe à chaleur électrique. Et donc c'est vrai que l'évolution du mix énergétique, elle se traduit par aussi, au-delà de la croissance des activités nouvelles, mais aussi par une réorientation des activités historiques. Et ça, c'est quelque chose qui peut être tout à fait puissant. Par exemple, on a réussi à développer dans le transport maritime, qui est plutôt un secteur extrêmement conservateur, qui, depuis des années, consomme du fuel lourd, qui est la partie la plus lourde du baril qui sort des raffineries, donc il y a un produit quand même pas terrible. On a réussi à développer des ventes de GNL, ce qui est compliqué pour les armateurs, parce qu'il faut qu'ils commandent des nouveaux bateaux qui coûtent beaucoup plus cher que les bateaux qui fonctionnent au fuel marin. On a réussi à convaincre nos clients. Le jour où on a demandé à nos équipes qui leur vendaient du fuel pétrolier classique de faire la démarche. Parce que pendant des années, moi j'avais des équipes spécialisées qui allaient voir les armateurs, mais les armateurs disaient vous êtes bien gentils, mais ça coûte trop cher. Et donc, circuler, il n'y a rien à voir. Le jour où on a pu convaincre nos équipes qui avaient la confiance des clients, d'aller leur montrer le bilan, avantages, inconvénients, de passer au GNL, et bien, on a réussi à convaincre, notamment un armateur français qu'on aime bien, CMA-CGM, on a réussi à passer au GNL, et maintenant, ça y est,
on a des CGM a des porte-containers qui font l'aller-retour entre l'Europe et l'Asie, en faisant le plein de GNL uniquement dans les terminaux français ou belges. Donc, il faut aussi effectivement penser à la force que représentent les activités historiques du groupe, les équipes, les actifs. Quand on a aussi un réseau de stations-service, c'est vrai que si on veut demain développer des bornes de recharge rapide, c'est plutôt un atout d'avoir des stations-service que de ne pas en avoir. Si vous voulez développer des nouvelles activités de l'hydrogène vert, quand vous êtes un groupe électrique, oui, d'accord, vous savez produire de l'électricité, mais l'électrolyse, vous n'y connaissez rien. Et puis, alors, manipuler du gaz aussi compliqué que l'hydrogène, alors là, vous y connaissez encore moins. Dans le groupe, ça fait des années qu'on produit l'hydrogène dans nos raffineries, dans nos usines chimiques, et qu'on sait comment l'utiliser, on sait comment gérer les risques de ce gaz. Donc il y a de formidables atouts et de formidables compétences qu'on peut trouver dans un groupe à condition de bien vouloir faire l'effort de reconvertir nos équipes. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, il y avait des questions un peu plus de détails. Des projets, par exemple, GNL sur l'Afrique de l'Ouest. Sur l'Afrique de l'Ouest, comme dans beaucoup de pays en voie de développement, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer un mix énergétique qui soit basé sur, bien sûr, du pétrole pour la mobilité, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont déjà aucune infrastructure électrique, donc passer au véhicule électrique, ça va être un peu compliqué, mais de leur faire éviter l'étape charbon, ou pour ceux qui connaissent, qui ont déjà des centrales charbon, leur faire fermer leur centrale charbon aussi rapidement que possible. Et la solution pour le faire, c'est un mix entre des centrales au gaz et des centrales solaires et ou éoliennes suivant les géographies. Et donc, pour arriver à les faire passer au gaz, il faut développer des terminaux GNL. C'est ce qu'on essaie de faire en Afrique de l'Ouest. Mais en sachant que la partie n'est pas encore gagnée, parce que par exemple, la Côte d'Ivoire, on a essayé de travailler depuis des années, pour vous donner un exemple. On se heurte en Côte d'Ivoire à des projets de centrales charbon, des centrales nouvelles, et des centrales existantes, des centrales nouvelles, qui sont payées à 100% par le gouvernement chinois. Et donc, la partie n'est pas encore complètement gagnée, mais on y croit, et donc on déploie beaucoup d'énergie pour développer ces terminaux GNL. C'est la même chose que ce qu'on fait en Inde. En Inde, on développe des renouvelables, mais il faut aussi développer du gaz pour arriver à avoir une offre qui soit attractive pour pouvoir éradiquer et en tout cas diminuer le charbon qui aujourd'hui représente 90% de l'électricité qui est produite en Inde. Donc le couple gaz renouvelable, on y croit beaucoup dans ces pays-là. Il est évidemment moins important dans des continents comme l'Europe, où déjà les infrastructures gazières sont déjà existantes. Quel bilan je peux faire de l'acquisition de Direct Énergie, donc des activités de vente d'électricité aux particuliers? Clairement, ce n'est pas les activités les plus rentables qui soient, notamment dans un pays comme la France, où il y a un monopole qui se défend bec et ongles, qui est un monopole public, avec un actionnaire public qui a le souci de préserver le monopole et qui a du mal à comprendre les atouts qu'apporte la concurrence. La France est un pays assez étrange où effectivement on a développé depuis des années une économie qui est quand même libérale, heureusement, mais on n'est toujours pas convaincu que la concurrence apporte un plus. Et donc développer une offre d'électricité en concurrence d'un monopole national, c'est pas évident tous les jours, ça c'est clair. Mais c'était important pour nous de le faire, et c'était important notamment
du point de vue visibilité, parce que le virage que fait un groupe comme Total, il faut qu'il soit visible bien sûr de nos équipes, visible de nos actionnaires, mais visible de tous nos stakeholders. Moi, si j'ai des ONG qui viennent devant la tour Total et je leur renverser des barils de mazout en disant Total méchant pétrolier, alors que la réalité des choses, c'est que je pense que quand même quelque part, on est beaucoup plus actif que beaucoup d'ONG pour verdir la planète. Il faut que ça se sache, il faut qu'on ait également des avocats qui soient des avocats à l'extérieur du groupe. Et les meilleurs avocats dont on peut rêver, ce sont les clients. Parce que les clients savent ce que l'on fait. Donc, l'acquisition de Direct Énergie, elle m'avait paru essentielle pour montrer au monde extérieur, y compris à l'intérieur, qu'il se passait quelque chose chez Total. Et d'ailleurs, je peux vous dire que c'était une vraie réussite, y compris d'ailleurs chez nos concurrents, parce que c'est à ce moment-là que EDF et Engie ont commencé à se dire que Total, effectivement, était sérieux dans le monde de l'électricité. Alors que si on n'aurait pas eu cette activité B2C, pour particulier, je pense qu'il ne l'aurait pas vu avant de nombreuses années. Donc voilà. Alors après, il y avait aussi une question sur les différentes business units dans le domaine du solaire. Aujourd'hui, on a dans les renouvelables, plus généralement, différentes business units. Certaines que l'on a à 100%, comme Total Cadran, comme Total Solar, comme Total Renewables. Et donc, toutes ces activités que l'on a à 100%, bien entendu, elles sont, même si ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais elles ont leur spécialisation. Et donc, il n'y a pas elles ne se marchent pas sur les pieds, contrairement à ce qu'on pourrait croire de l'externe. Même si au moment des acquisitions, bien sûr, il a fallu rationaliser. Quand on a acheté Total Cadran, Cadran qui est devenu Total Cadran, oui, on avait déjà des activités de développement en France. Il a fallu un an pour rationaliser et fusionner les équipes. Mais tout ça est derrière nous. Le sujet qui est encore devant nous est le sujet de Total Eren, puisque Total Eren, nous sommes minoritaires aujourd'hui, on a 30%. Mais avec une option de racheter 100% à l'horizon de début 2023. Et donc, aujourd'hui, oui, on a un Total Eren qui est un acteur un peu spécifique, qui a bien sûr le souci de l'ensemble des intérêts de l'ensemble de ses actionnaires, et donc le souci de l'intérêt de Total, mais à hauteur de 30% et de 70% d'autres actionnaires. Donc, on a tendance à les considérer comme faisant partie de nos équipes, et on est obligé, bien entendu, de séparer les intérêts, même si honnêtement, ça se passe super bien avec Total Eren, avec des équipes qui sont des équipes de très grande qualité. Et donc, le jour où on exercera notre option, tant qu'elle n'est pas exercée, elle n'est pas exercée. Bien entendu, on rationalisera encore davantage, mais aujourd'hui, on est déjà assez largement complémentaires. Les zones d'overlap sont quand même assez réduites. Voilà pour ces questions-là. Anne-Béatrice, on est en train de dépasser le temps, mais le sujet est passionnant. Peut-être une ou deux dernières questions avant de remercier et libérer Philippe. Anne-Béatrice, votre micro est coupé. Anne-Béatrice, Merci Alessandra. Une question peut-être en lien avec ce qui vient d'être dit sur les autres business units. Comment vous avez géré l'évolution du socle de compétences en lien avec cette évolution stratégique? Et ce, depuis, si on remonte même à partir de 2015. Alors, ça c'est une question qui est effectivement fondamentale au niveau de la technologie. Assez tôt, quand on
commencé à développer, alors c'était même avant 2015, les activités gazières. On avait, au niveau du groupe, et j'avais en particulier la conviction qu'il ne fallait absolument pas essayer de recréer ex nihilo les savoir-faire du groupe. Et donc, on a réussi à développer les activités de Total dans le gaz pour devenir un des leaders mondiaux du GNL sans créer une direction technique spécifique, mais en s'appuyant sur les équipes de l'exploration-production qui avaient en fait 80%, 90% des savoir-faire qui étaient nécessaires. Et quand on a créé Gaz Renouvelable & Power, notre nouvelle branche, j'avais aussi cette conviction qu'un jour ou l'autre, comme l'idée n'était pas de faire de GRP le nouveau groupe, l'idée était de transformer l'ensemble du groupe. Et GRP avait vocation à développer certaines activités spécifiques, mais aussi à aider l'ensemble du groupe à évoluer. Et on le voit en ce moment où ça sera opérationnel au milieu de 2021. Des activités qu'on a incubées entre guillemets chez GRP vont aller dans d'autres branches du groupe pour les aider à prendre le virage de la transition énergétique. Donc, ce qu'on a essayé de faire chez GRP, c'est d'éviter de créer des nouvelles entités techniques là où il y avait déjà des compétences dans le groupe. Et donc, on s'est appuyé sur une espèce de contractualisation interne de l'assistance technique dont on avait besoin dans le domaine notamment du gaz, mais aussi de plus en plus dans le domaine des renouvelables, et notamment dans le domaine, par exemple, de l'éolien offshore, où on a, à l'exploration-production, développé un savoir-faire de longue date. Quand on a commencé à vouloir développer de l'exploration-production de pétrole ou de gaz en offshore, il a fallu apprendre à connaître le milieu marin avec ses contraintes, et savoir dimensionner des structures métalliques d'abord posées sur le fond de la mer, et puis ensuite des structures flottantes ancrées sur le fond de la mer. Et donc il y a tout un savoir-faire que l'on connaît à l'intérieur du groupe et qu'on voulait éviter de devoir recréer, qui nous aurait fait d'abord perdre du temps, et puis ensuite qui ne nous aurait pas permis d'emporter une vraie adhésion interne du groupe. Et or, la réussite de Total Energy, c'est ma conviction, c'est une réussite qui ne peut être totale que si elle embarque l'ensemble des équipes du groupe. Il faut que les équipes du groupe se sentent moteurs, partie prenante de cette transition énergétique et non pas des laissés pour compte. Et donc, c'est comme ça qu'il y a maintenant 8 mois, on a conçu le projet de ce qu'on appelle à l'intérieur du groupe OneTech pour créer une direction technique unique au service de toutes les branches du groupe et qui va être constituée des différentes directions techniques matures qui existaient à l'intérieur de l'exploration-production, à l'intérieur du raffinage de chimie, à l'intérieur du marketing service, et aussi de façon quelquefois embryonnaire à l'intérieur de Gaz Renouvelable & Power pour faire une vraie force de frappe, plus de 3000 techniciens et ingénieurs qui vont devoir développer les solutions dont auront besoin, donc les solutions techniques, des solutions dont auront besoin les différentes branches du groupe. Et il est évident que de plus en plus, ces équipes qui travaillaient, on va dire, aujourd'hui 80% pour les branches matures, exploration, production et raffinage chimie essentiellement, vont travailler de plus en plus pour la branche Gaz Renouvelable & Power. Et donc, ça va nous permettre, je dirais, de donner un avenir, notamment aux jeunes ingénieurs qui rentrent dans le groupe. Imaginez, vous êtes un jeune ingénieur, vous avez 25 ou 30 ans, et vous rentrez chez Total et on vous dit que vous allez faire de l'exploration-production
de pétrole à une époque où le titre de l'Express, celui d'après-pétrole, a commencé. Quand vous avez 25-30 ans, vous dites, c'est gentil, mais moi, ma carrière, je la conçois sur une durée un peu plus longue quand même que 10 ans. Alors que là, vous leur dites, vous rentrez chez Total, qui devient Total Energy, OneTech, et donc peut-être que vous avez commencé par faire effectivement du dimensionnement d'architecture pour des plateformes offshore qui produisent aujourd'hui du pétrole et du gaz, mais demain, vous allez faire des éoliennes flottantes, qui est la nouvelle frontière de l'éolien qu'il va falloir réussir, avec encore un pari, parce que si on veut multiplier les éoliennes, on voit bien que au niveau terrestre, ça va être compliqué au point de vue acceptation des populations locales. Au niveau de ce qui est éolien posé sur le fond de la mer, ça limite quand même beaucoup à quelques géographies comme la mer du Nord. Donc il va falloir qu'on développe de l'éolien flottant, qui aujourd'hui est réalisable sur le plan technique, mais qui coûte beaucoup trop cher pour pouvoir être développé de façon massive. Donc nos équipes vont pouvoir participer à cette aventure. Philippe, il y a beaucoup d'autres questions, mais on pourrait probablement y passer la soirée, mais il faut respecter le temps et la soirée des uns et des autres. Un très très grand merci pour ce tour d'horizon, un très très grand merci pour le virage que vous nous avez décrit, qui était improbable. Vous avez raison, c'était intéressant de revenir sur 2015, parce qu'à l'époque, il n'était pas évident d'imaginer qu'un pétrolier puisse faire ce virage. Et on voit avec les groupes américains Exxon et Chevron qu'ils ont peut-être raté ce virage. Merci donc pour ce tour d'horizon. Merci Anne-Béatrice de m'avoir aidé à animer et merci Alessandra d'avoir veillé sur nous du début jusqu'à la fin. Notre prochaine conférence sera fin avril. Ça sera autour du rapport de l'Observatoire méditerranéen de l'énergie. N'hésitez pas à nous rejoindre au sein du groupe des alumni et sur le site. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Philippe, merci encore. Merci à vous, merci Denis, merci à tous pour votre attention et puis bon courage pour la suite. Et à bientôt.